Un sportif qui se dope peut bien sûr franchir quelques étapes. Il finira par s'écrouler. Notre franc était dopé. Il fallait donc lui donner son coût réel. Ça a été l'objet de la dévaluation. Quand on écrit que le gouvernement ne s'attaque pas aux causes profondes de l'inflation parce qu'il ne fait pas une politique de revenus, je me demande si on ne se trompe pas complètement. Et si la politique des revenus n'est pas une façon de s'attaquer aux conséquences de l'inflation plus qu'à ses causes. À partir du moment où on considère que l'autoroute est un élément de création économique, il est évident que se pose le problème de la répartition de cette activité économique sur l'étendue de tout le territoire. Il s'agit d'avoir tout un quadrillage, tout un réseau autoroutier qui amène la vie à toutes les régions de France, de même, je le répète, que nos artères amènent le sang dans les tissus les plus épais jusqu'aux extrémités. Notre effort fondamental doit être porté sur l'industrialisation, sur le développement de l'industrie, que par conséquent nous devons tout faire pour essayer de mettre le plus possible des capitaux dont nous disposons par l'épargne et par le développement des entreprises dans l'industrialisation et dans son développement. Cela comporte aussi l'acceptation de capitaux étrangers, l'introduction de sociétés étrangères en France. Tout est fini, c'est le président Nixon qui va quitter le premier les Açores. Mais avant de monter dans son avion, le président américain a un regret. Le Concorde est là, et il fait demi-tour pour aller le visiter. Le président Nixon reste 5 minutes dans le Concorde. N'a-t-il pas dit la veille, au cours du dîner officiel, qu'il regrettait que les États-Unis n'aient pas construit un équivalent de l'avion français? On n'arrêtera pas le progrès, parce que les hommes le veulent, parce qu'ils en ont besoin et parce qu'on n'a jamais rien arrêté en ce domaine. Et par conséquent, le problème, c'est de travailler à faire que l'environnement soit compatible, un bon environnement soit compatible avec le progrès. C'est ce que nous cherchons à faire en France, et c'est pourquoi en particulier que j'ai créé le ministère de l'Environnement, mais nous ne réussirons qu'à l'échelle internationale. Merci à Bruno Faure et Laurent Wauquiez d'avoir donné le ton, le là, pour les discussions ces 2 prochains jours. Pour les approfondir, j'invite à présent les participants de notre première table ronde à nous rejoindre sur scène. Nicolas Bavrez, Olivier Marc, Éric Bussière et Pierre Todorov pour une première discussion consacrée à la vision économique, industrielle et environnementale de Georges Pompidou. Les accueillir chaleureusement. Voilà. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bavrez, haut fonctionnaire, historien et économiste. Olivier Marleix, député, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et membre de l'Institut Pompidou. Éric Bussière, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, membre du conseil scientifique de l'Institut Georges Pompidou. Et Pierre Todorov, qui est haut fonctionnaire, devenu entrepreneur, ancien secrétaire général du groupe Accor de PSA et enfin d'EDF. Merci donc à vous tous de nous rejoindre. Alors, pourquoi commencer ce colloque par une première discussion sur Pompidou et sur l'économie? Eh bien, parce que ce que l'ère Pompidou incarne le plus, aujourd'hui, non sans grande nostalgie, une nostalgie peut-être dangereuse, comme le soulignait Laurent Wauquiez, eh bien, c'est ce dernier souffle des 30 Glorieuses. L'âge d'or d'une France audacieuse et ambitieuse, avec de grands plans d'investissement, une croissance du PIB qui ferait rêver aujourd'hui, près de 6% par an, entre 1960 et 1973, et des exportations qui vont doubler entre 68 et 73. Comment, pourquoi et quels enseignements
en tirer pour aujourd'hui. Alors, Nicolas Bavrez, pour commencer nos discussions, je me tourne vers vous pour mieux comprendre qui est Georges Pompidou, peut-être l'économiste, puisqu'on le sait, Georges Pompidou est un homme de lettres, normalien, féru d'histoire, de langue morte, de culture. Comme je le disais, ce n'est pas un économiste, pour commencer, certainement pas un spécialiste de la finance. Et pourtant, de son passage chez Rothschild à son poste de Premier ministre puis de président, il démontre une certaine habileté pour les questions économiques. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir de son bilan dans ce domaine? Merci infiniment. Quand on regarde le parcours de la France, de l'économie française au XXe siècle, on s'aperçoit qu'en 1900 comme en 2000, la France est la 4e puissance économique du monde. Mais cela n'était pas du tout donné. Entre-temps, il y a eu 2 guerres mondiales, la crise des années 30. Je rappelle qu'en 1939, la France est le seul des grands pays développés qui n'a pas retrouvé son niveau de production de 1929. Et en fait, si la France a maintenu son rang économique, c'est notamment à cause de cette période exceptionnelle de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Et pour revenir à votre question, Georges Pompidou, je vais y revenir, ça n'est pas seulement le chant du cygne des 30 Glorieuses, c'est vraiment l'apogée des 30 Glorieuses. Vous l'avez rappelé, pourquoi est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un âge d'or? Parce qu'il y a ce que les économistes appellent un carré magique. La croissance, vous l'avez dit, 6%, mais aussi des gains de productivité de 4,5% par an, un chômage qui est inférieur à 3%, une situation d'excédent commercial, 0,6% du PIB, et excédent budgétaire, 0,2% du PIB en 1973. Et derrière cette performance macroéconomique, il y a une modernisation très profonde du capitalisme français, on va y revenir, et de l'ouverture. Je rappelle que le pari de De Gaulle, que beaucoup jugeaient déraisonnable, quand De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, tout le monde est persuadé qu'il va arrêter le traité de Rome et sortir du marché commun. Il dit non, on va y rentrer, mais debout. Et donc, Pompidou est celui qui va présider, après la fin donc, de la guerre d'Algérie, à l'accélération de l'entrée de la France dans le marché commun. On ira plus vite que prévu dans le démantèlement des droits de douane, des contingentements et des quotas. Et la dernière chose de ce trépied, c'est toute la partie de modernisation de la société et le progrès social. C'est la modernisation des villes, des grands équipements, on l'a vu avec les autoroutes et avec une vision globale du territoire. C'est aussi la progression du niveau de vie, ce qu'on a appelé à l'époque le SMIC, la généralisation des conventions collectives, et puis c'est bien sûr la qualité de la vie, l'environnement, mais je rappelle que c'est aussi l'âge de la voiture, de l'électroménager, du fait que les logements s'améliorent considérablement en termes d'équipement et de confort. Et pourquoi est-ce que Georges Pompidou a été fondamental? On a vu évidemment les images de Georges Pompidou président. Mais je voudrais juste d'un mot rappeler que, en fait, il y a 3 moments clés. Il y a un premier moment clé, c'est que Georges Pompidou est le directeur de cabinet du général de Gaulle en 1958. Et donc, le général de Gaulle, il s'occupe, comme toujours, de la grande stratégie. Il a un nouveau régime à installer, il a le problème algérien à traiter. Et qui est-ce qui va accompagner la mise en place des nouvelles institutions, la nouvelle politique économique, et notamment qui est-ce qui pilote en réalité le rapport EF-Armand? Ça, c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'il a pu apprendre à la Banque Rothschild. C'est Georges Pompidou. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, évidemment, c'est le moment où Georges Pompidou est Premier ministre. Donc la séquence avec le départ de Michel Debré. Donc le problème algérien est réglé. Et donc le général de Gaulle, lui, va faire la grande politique, l'ouverture à l'Est. Et Georges Pompidou, lui, va faire la décennie de cette très haute croissance. Et puis enfin, il y a évidemment Georges Pompidou président. Et pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que cet homme, j'allais dire, c'est la rencontre de ce qui a été dit, c'est-à-dire un parcours, un homme
et puis une vision. Le parcours, il va effectivement de Montboudif à Normal Sup et puis ensuite à l'Élysée, donc il est évidemment exceptionnel. Georges Pompidou était très secret, mais je crois qu'il y a 3 choses qui frappent. Il était très intelligent, mais il avait le don de faire penser à son interlocuteur qu'il était beaucoup moins intelligent que son interlocuteur. La deuxième chose, c'est qu'il était très lucide et il était pragmatique, il détestait les idéologies. Mais une chose qui est, à mon avis, insuffisamment marquée, parce qu'on dit qu'il était conservateur, c'est que c'était un homme extrêmement courageux et qui avait des convictions et des valeurs très fortes. Et ensuite, cette vision qui a été rappelée, je crois qu'elle est... Et là, il y a une vraie continuité avec le général de Gaulle, c'est de dire qu'il faut reconstruire la France comme puissance et que la France ne peut pas avoir une politique de puissance si elle n'a pas les moyens de sa puissance. Et le premier moyen de sa puissance, c'est d'avoir une économie qui fonctionne. Donc voilà un peu le panorama, et voilà pourquoi finalement, on en revient à l'extrait que vous avez passé tout à l'heure et qui était frappant, c'est que Georges Pompidou dit présider, c'est gouverner. Gouverner, c'est quoi? C'est rappeler que dans un pays, il y a la société, il y a l'économie, mais que c'est la politique qui prime et que la politique, c'est 2 choses, anticiper et agir. Voilà, on en a un autre qui marche. Alors, Olivier Marleix, à présent, j'aimerais que vous nous parliez de l'action de Pompidou, qui est marquée bien sûr par le désir de faire de la France une grande nation de production. On va parler de ces grandes lignes et de l'objectif de cette vaste industrialisation. Mais cet objectif, il n'est pas purement économique. Il y a une volonté également souverainiste, puisque comme le général de Gaulle, Pompidou veut faire de la France une nation indépendante et puissante. Et ça repose bien sûr sur une industrie puissante. Oui, Georges Pompidou, c'est vraiment à la fois un héritage et une vision. Et cette formidable réussite, elle procède des 2. D'abord, son action, c'est l'héritage de la période gaulo-pompidolienne, dont il a été évidemment l'acteur étroit comme directeur de cabinet en 58, comme Premier ministre à partir de 62, de cet héritage gaulien de reconstruction que le général de Gaulle a appelé une espèce de programme d'indépendance nationale. C'est le discours du général de Gaulle devant l'Assemblée constituante en 1945, où il dit il est temps que c'est le rôle de l'État d'assurer la mise en valeur de la production d'énergie. Enfin, ici, tous les grands secteurs dans lesquels l'État doit offrir à la nation les moyens de son indépendance nationale. Et le deuxième élément d'héritage du général de Gaulle, Nicolas Bavrez vient de le rappeler, c'est l'acceptation à l'ouverture à la concurrence mondiale. C'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier. Mais effectivement, comme l'a rappelé Nicolas, en 1958, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, il le raconte dans les Mémoires d'Espoir, on lui dit, mon général, ne vous inquiétez pas, on a signé le traité de Rome l'année dernière, mais on a tout prévu, on peut s'asseoir dessus. Le général de Gaulle dit non, il le raconte dans les Mémoires d'Espoir, non, on va faire le marché commun, on en a besoin, parce que nos entreprises ont besoin de retrouver un marché, elles ont besoin de se confronter à la concurrence, à la compétition mondiale. Donc c'est vraiment dans cet héritage qu'il s'inscrit, c'est ça qu'il a assumé. Il l'a vécu effectivement aussi à travers le plan Armand-Rueff, qui est un plan vraiment de redressement du pays, un plan aussi de libéralisation de l'économie française qu'il a piloté depuis Matignon. Et puis, au-delà de cet héritage, il y a une vision personnelle effectivement très, très solide, très puissante. On a quand même un peu le sentiment, c'est très marquant d'ailleurs quand on regarde, quand on relit sa première conférence de presse à l'Élysée en juillet 1969, c'est le domaine dans lequel on sent qu'il s'affirme un peu personnellement, il veut marquer sa patte par rapport au général de Gaulle. Et c'est vraiment le domaine dans lequel il brille. Sur toutes les autres questions de politique internationale, il répond plus brièvement. Dès qu'il y a des questions sur la situation économique, il exprime vraiment sa vision. Et sa vision, elle tient à cette idée. Il la répète 3 fois dans la conférence de presse, que ce qui est fondamental, c'est qu'on ait une industrie puissante, et que c'est de cette industrie puissante que pourra naître la prospérité et à partir de là, le progrès social, la capacité de redistribuer, de faire partager les fruits de cette croissance. C'est vraiment une vision
très clair. Et ce qui est très singulier, très intéressant chez le général de Gaulle, avec un peu de recul aujourd'hui sur la Ve République, on a parfois eu des présidents de la République qui donnaient le sentiment d'être un peu plus bavards, dans les discours desquels finalement on retrouve des choses très différentes. Je ne cite aucun nom, et toute ressemblance avec l'actualité serait purement fortuite. Mais chez Georges Pompidou, on a cette vision constante qui se déploie de sa première conférence de presse jusqu'à effectivement ce qu'il écrit dans le Nœud gordien. C'est d'abord de cette prospérité industrielle que tout le reste suivra. Alors ça passe par quoi? Ça passe par un tas de grands programmes technologiques. On a une époque où on utilise quand même tous les leviers de la commande publique, de la recherche publique, tout ça est extrêmement coordonné. On a des ministres qui sont souvent en charge de l'industrie et de la recherche. On s'appuie aussi beaucoup sur le ministère de la Défense pour porter un certain nombre de politiques industrielles. Et puis, il y a une distinction très importante qui est faite pour distinguer, c'est le cas, je crois, dans le 5e plan qui est voté qui est décidé en 1965, entre justement les secteurs dits protégés de l'industrie et de l'économie et les secteurs exposés à la concurrence mondiale. Et là, l'État, il est très présent. Il est très présent en incitant un certain nombre de fusions. L'objectif du président Pompidou, c'est vraiment de doter la France de champions dans ces secteurs-là. On les a à l'esprit, hein, c'est les fusions Péchinet, Eugène Goldman, Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, Thomson, la CGE, Rhône-Poulenc. Enfin, un certain nombre de nos champions français sont nés à ce moment-là, vraiment accompagnés par l'État qui fait des réformes un peu techniques pour faciliter, pour supprimer les obstacles de ces fusions et permettre la création de ces champions. C'est important de l'avoir en tête parce que, vous savez, aujourd'hui encore, un chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'en France, on a 80 grandes entreprises qui représentent, 80 grandes entreprises, c'est rien du tout, qui représentent à elles seules 35% du chiffre d'affaires dans l'industrie, 50% de l'emploi industriel. Donc c'est ces champions industriels qu'a voulu le président Pompidou pour permettre à la France de peser dans la compétition mondiale qui s'ouvre. Ce sont évidemment des leviers de puissance très importants. Et à chaque fois que l'un d'eux tombe au champ d'honneur de la mondialisation aujourd'hui, c'est un affaiblissement évidemment grave pour notre pays. Et puis, dernier mot, cette vision, eh bien, elle est servie par une application très, très forte du président de la République. Bernard Eisenberg, qui était son conseiller à Matignon et à l'Élysée, le raconte dans ses mémoires qui doit s'appeler Une vie d'influence. On en parlait tout à l'heure avec Éric Bussière. Je crois qu'il y a sur les conseils restreints, il y en a 27 sur 46 conseils restreints de ministres tenus sous la houlette du président de la République qui sont consacrés à des sujets industriels. C'est-à-dire que la majeure partie de l'activité du président de la République, effectivement, c'est de piloter à l'Élysée les dossiers industriels. Un dialogue permanent aussi avec les chefs d'entreprise. Bernard Eisenberg raconte aussi qu'il y a quasiment toutes les semaines, le président de la République reçoit à sa table à l'Élysée des chefs d'entreprise de toute taille. Ce n'est pas une fois par an des investisseurs internationaux, c'est chaque semaine des entrepreneurs français pour savoir de quoi ils ont besoin. Et Bernard Eisenberg raconte souvent cette anecdote que dans des colloques internationaux où on parle des 30 glorieuses, les économistes ont un peu de mal à identifier un demi-point de croissance qu'ils n'expliquent pas dans les comparaisons. La France vraiment surperforme par rapport aux autres. Et Bernard Eisenberg dit « Je pense qu'une implication permanente du président de la République aux côtés des entrepreneurs pour comprendre quels étaient les obstacles à leur... qu'est-ce qui les ennuyait dans leur quotidien, pour parler poliment, eh bien, le président de la République fait en sorte de les lever en permanence. Donc le résultat, on l'a dit, c'est effectivement sur la politique industrielle, on est à plus 7% de croissance par an, 13% d'augmentation des exportations, 25% d'augmentation du niveau de vie. C'est à l'évidence un âge d'or pour notre industrie et une période, un âge d'or pour l'économie française, et qui donne une très belle leçon. Le but, c'est évidemment de voir quelle leçon, quel héritage on peut retenir de tout ça. C'est une conciliation qu'on a assez rarement su faire dans notre histoire entre un grand mouvement de liberté à l'intérieur du pays, de libéralisation, de liberté pour les acteurs économiques et d'accompagnement par un État stratège, notamment dans la compétition mondiale. C'est l'alliance, l'équilibre entre ces deux impératifs qui font la réussite des années Pompidou.
Merci Olivier Marleix. On va revenir un peu plus en détail plus tard sur ce mélange que vous avez décrit de libéralisme, d'interventionnisme, voire de planification en fait, qui définit la politique économique de Georges Pompidou. Mais avant cela, Éric Bussière, j'aimerais rentrer un peu plus peut-être dans le détail de cette vaste politique industrielle de Georges Pompidou par ses réalisations, ses plans, ses lois, ses regroupements industriels qu'on a évoqués brièvement, ses succès, mais peut-être aussi ses rares échecs. Bon, on vient d'évoquer les lignes directrices de l'action de Georges Pompidou, notamment dans le domaine industriel. La première chose que je voudrais quand même ajouter à ce qui a été dit, c'est que la croissance industrielle était la condition de l'amélioration, disons, des conditions de vie des Français, donc comportait une dimension sociale. Si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas les moyens d'avoir une politique sociale. C'est une réponse à 68. Deuxièmement, si vous n'avez pas de croissance, vous ne dégagez pas les moyens de l'investissement pour la politique industrielle. Par conséquent, l'ensemble de ces données est totalement convergente. Et donc la gestion, disons, convergente de ces différentes données, c'est un des éléments majeurs. Le deuxième élément que je voulais ajouter également, c'est que Georges Pompidou, je crois qu'Olivier Marleix vient de le dire très bien, il ne conçoit pas l'indépendance nationale comme une France, comme une sorte d'isolat par rapport au reste. Un isolat. L'idée qu'on serait invulnérable en s'isolant, c'est une erreur totale. C'est plutôt l'idée d'être présent sur tous les champs essentiels de l'activité économique, soit et d'abord en y étant présent seul, et deuxièmement, à partir des moyens disponibles en France et à partir notamment de grandes entreprises françaises performantes dans un certain nombre de champs, nouer des partenariats internationaux, européens ou internationaux, pour, en quelque sorte, rayonner sur le monde. Ce n'est pas l'idée d'être coupé, d'autant plus que l'ouverture de l'économie française dans les années 60 s'est accentuée. Par conséquent, on n'est pas du tout dans une logique d'isolat, on est dans une période d'ouverture, mais d'ouverture maîtrisée et d'ouverture choisie. Les partenariats que souhaite Pompidou et qu'il cherche à nouer sont toujours des partenariats équilibrés où la France peut parler d'égal à égal avec un partenaire et où ce qu'elle peut apporter trouve sa contrepartie dans ce que le partenaire apporte. Ça peut être illustré par deux choses. Première chose, dans le domaine aéronautique. Dans le domaine aéronautique, eh bien, d'un côté, c'est le développement d'un partenariat européen franco-allemand qui permet de développer le programme Airbus. Dans une parenthèse, la démarche qui était celle de Pompidou, ses résultats ne se limitent pas au temps de présidence de Pompidou. On vit encore dessus, sur un certain nombre de choses. Deuxièmement, on fait l'Airbus, mais il faut des réacteurs. Comment on fait les réacteurs? On travaille avec les Américains. Et dans le cadre d'un partenariat équilibré, SNECMA General Electric, qui permet de concevoir et de fabriquer le réacteur, qui équipe toujours les Airbus et qui actuellement fait que la France, dans le cadre de ce partenariat, est le premier constructeur de réacteurs au monde. Par conséquent, on ne va pas fabriquer seul parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, mais on a des capacités qui permettent de nouer des partenariats qui permettent de marcher. Et vous avez plusieurs exemples de ce type. Alors, vous pouvez prendre l'exemple d'Ariane, mais alors Ariane, c'est plutôt là, justement, l'inverse. Les Américains, disons, ne souhaitaient pas aider les Européens, et la France en particulier, à développer son lanceur. On le fait avec les Européens. Et je voudrais ajouter une chose, c'est qu'on le fait en prenant la tête du consortium Ariane. Les autres ne veulent pas marcher, on met les 2/3 des moyens et on roule. Et après, les autres suivent parce qu'ils voient que ça marche. Donc, par conséquent, un rôle de leadership, un rôle de partenariat équilibré qui permet, disons, d'agir en position de force.
Il y a encore un élément qui est important, qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui est implicite dans ce que les uns et les autres ont dit, c'est la politique européenne. Bon, le De Gaulle, en 1958, il a aussi une phrase, on fait l'Europe parce que l'Europe, c'est notre intérêt, c'est donc notre politique. C'est tout simple. Trois mots, 4 mots. En 64-65, il y a la crise de la chaise vide. Là, ça tangue un peu. Je n'entrerai pas dans le détail. Pompidou est à Matignon. Lui et ses équipes travaillent à sauvegarder l'essentiel. On est en période de crise. La crise, il faudra qu'elle se dénoue. Il ne faut surtout pas casser l'Europe parce qu'on en a besoin. C'est notre ligne directrice. Mais il faut calmer le jeu sur le plan politique. Il voit les agriculteurs, il voit les industriels, et au fond, il leur dit, vous inquiétez pas, on va se sortir de là, il y aura quelque chose après, on ne va pas tout remettre en cause. Ça, c'est important. 69, c'est la relance européenne à La Haye, et ça débouche sur le lancement de tout un ensemble de données qui relèvent de l'impératif industriel ou de la politique industrielle. Voilà les quelques éléments que je voulais ajouter. Dernière chose, et là, la conférence de presse dont on a passé le film tout à l'heure était tout à fait intéressant. Il le dit bien, intérêt industriel de la France et d'un autre côté, ouverture sur les investissements internationaux. L'investissement international en France est recevable et intéressant parce qu'il apporte des technologies nouvelles dont nous ne disposons pas. L'investissement français à l'étranger est nécessaire parce qu'il permet de porter l'expansion de l'industrie française. Alors, dernière chose, il y a une comparaison qu'on peut faire avec la période actuelle. Et ça, c'est vraiment important. En gros, les 10 dernières années, au-delà de ce qu'on peut dire, ont révélé des vulnérabilités. Parce que la crise de Covid a montré qu'on n'avait pas les approvisionnements nécessaires sur un certain nombre de choses. Parce que le conflit en Ukraine montre que sur le plan de la capacité industrielle qui détermine la capacité, disons, à développer la fabrication d'armements qui serait nécessaire, eh bien, on ne l'a pas suffisamment. Cette idée d'éviter les vulnérabilités, on la retrouve chez Pompidou. En gros, il faut couvrir tous les champs essentiels qui déterminent l'avenir du pays. Aujourd'hui, on est confronté à ce problème. Merci, Éric Bussière. Cette résilience industrielle, énergétique, dont on a toujours besoin, on va l'évoquer avec vous maintenant, Pierre Todorov, puisque c'est en qualité d'ancien secrétaire général d'EDF que je vais vous demander de revenir sur un certain génie, quand même, de Georges Pompidou en matière d'industrialisation, notamment le plan Messmer, pour assurer la souveraineté énergétique de la France en créant un grand parc nucléaire. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, la France produit plus des 2/3 de son électricité à partir de l'énergie nucléaire. C'est bien au-dessus de la moyenne mondiale, qui est environ à 10%. Et c'est ce qui permet à la France, d'avoir l'une des émissions de CO2 les plus faibles par unité d'électricité dans le monde, à 85 grammes environ de CO2 par kilowattheure. La moyenne mondiale, c'est 438. Mais là, il ne faut pas se leurrer, ces vertus vertes du nucléaire, ce n'était pas forcément, c'est une conséquence, je dirais, non intentionnelle finalement de tout cela, Pierre Todorov. Oui, alors quand on se penche 50 ans après sur la genèse du grand programme électronucléaire français, le premier sentiment, je pense, pour ceux en tout cas qui sont attachés à la mémoire du président Pompidou, c'est peut-être une forme d'émotion, parce que vous avez d'ailleurs vous-même employé le terme de plan Messmer. Et pourquoi plan Messmer? Parce qu'en fait, ce plan a été entériné dans sa forme définitive par un Conseil des ministres qui s'est tenu, je crois, le 6 ou 7 mars 1974, donc quelques semaines avant la disparition du président, ce qui fait qu'il a ensuite été mis en œuvre par il a été appelé plan Messmer et puis mis en œuvre ensuite par le président Giscard d'Estaing. Mais, et le deuxième sentiment, c'est évidemment, une fois de plus, la nostalgie d'une forme d'âge d'or, parce que quand on regarde avec les yeux que nous avons aujourd'hui ce qui a été accompli, je dirais, en 2 décennies, en fait, c'est-à-dire entre la mise en service du premier réacteur de Fessenheim, 78, et la mise en service du dernier réacteur de Civaux, 2002, donc 24 ans, 58 réacteurs en 24 ans, donc presque 2,5 par an, avec des pointes, je dirais, des années, au début des années 80,
où on a mis en service 7, voire 8 réacteurs dans l'année. Donc je ne vous fais pas un dessin par rapport à des situations actuelles, mais vous voyez que ça justifie en tout cas une forme d'admiration face à cette prouesse, puisqu'en 20 ans, on a construit en fait le deuxième parc électronucléaire du monde, derrière les États-Unis. Ce sera bientôt plus le deuxième, puisque la Chine nous dépassera bientôt, mais c'est à l'époque en tout cas le deuxième. Alors cela dit, il faut évidemment, au-delà de la nostalgie, comme le disait Laurent Wauquiez, il faut essayer d'en tirer des enseignements, des leçons. Quels ont été les facteurs de succès principaux de ce grand programme? Il y a d'abord, je pense, quelque chose qui tient au rôle de l'État et à la manière dont l'État s'est organisé pour piloter ce grand programme. Et dans ce cadre, je pense qu'il y a d'abord, ça a été évoqué par les intervenants, il y a d'abord une vision, c'est-à-dire que le programme électronucléaire français tel que l'a conçu Georges Pompidou et toutes les équipes de l'État et d'EDF qui ont travaillé dessus, il correspond à une vision, celle de l'indépendance, celle de la puissance de l'économie, elle-même dépendante de la compétitivité, de la production d'électricité, d'énergie en général. Bon. Donc ça, c'est un point très important. Et ce qui est à signaler, c'est que cette vision, elle a été prolongée évidemment dans la durée, notamment par le président Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que l'effort impulsé en 1974 s'est poursuivi pendant bien longtemps. Deuxième chose, c'est que l'État s'est organisé du point de vue de l'organisation administrative pour centraliser la prise de décision et qu'a été créé à l'époque, quelques années avant, un secrétariat général à l'énergie rattaché au Premier ministre et non plus au ministère de l'Industrie, donc pour bien montrer la priorité et le fait qu'il fallait canaliser et bien rendre cohérentes toutes les actions. Troisièmement, on a parfois tendance à considérer que le plan dit Messmer-Pompidou est une sorte de réaction immédiate à la guerre du Kippour et au problème de dépendance pétrolière de la France. Mais en fait, il est comme le point d'orgue d'une très longue préparation. Il y a eu une énorme préparation, une préparation administrative, préparation au sein d'une commission qui s'appelait, d'un acronyme un peu bizarre, qui s'appelait la commission Péon, mais qui réunissait des représentants de l'État, d'EDF et, très important, des représentants de la filière industrielle, et qui avait préparé tout ce programme, y compris les choix technologiques qui ont été faits. Et puis l'autre élément important, c'est évidemment la manière dont la filière industrielle s'est constituée, dont les partenariats industriels se sont constitués. C'est le lien entre la production d'énergie, d'électricité et toute la filière de sous-traitance qui y contribue. Et donc, en l'occurrence, c'est l'émergence des deux grands fournisseurs stratégiques d'EDF pour la construction de réacteurs nucléaires, que sont d'un côté, à l'époque, Creusot-Loire, Framatome, et de l'autre, Alstom, avec un H à l'époque, Alstom, la CGE, qui sont les deux grands fournisseurs stratégiques et qui avaient conçu leur intervention dans une approche extrêmement partenariale avec EDF, EDF préfinançant une grande partie des fabrications pour permettre à ces entreprises d'investir dans leur appareil de production. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation, puisque nous sommes à l'aube d'une relance de la construction de nouveaux réacteurs, hein. Bon, on peut constater en tout cas qu'une période de temps long se passera entre la mise en service qui a eu lieu il y a quelques semaines de Flamanville 3, donc 2024, et qui est intervenue donc 22 ans après la mise en service de Civaux. Et on peut espérer donc que dans 10, 12 ans, d'autres réacteurs seront construits. Alors, est-ce que les facteurs de succès que j'évoquais à l'instant, on peut essayer de les reproduire? Je pense qu'ils sont très actuels. Il y a d'abord, évidemment, la réaffirmation d'une volonté politique, et d'une volonté politique dans la durée, puisque c'est ça le problème. C'est d'ailleurs un des problèmes que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait bien pointé. C'est le problème des discontinuités. Donc la continuité est importante, la continuité politique est importante. Deuxièmement, il y a la question de l'organisation administrative et du rôle de l'État.
J'ai en mémoire la formule bien connue du président Pompidou dans le Nœud gordien qui dit que l'État doit orienter l'économie mais qu'il ne doit pas la diriger. Donc la manière dont l'État s'organise pour piloter quelque chose qui est quand même extrêmement complexe est importante. Donc aujourd'hui, vous le savez sans doute, l'État a créé une structure au niveau du Premier ministre, d'une structure interministérielle qui s'appelle la délégation au programme délégation interministérielle au programme de nouveau nucléaire, donc qui est très proche de l'esprit de ce qui avait été fait à l'époque. Et puis un certain nombre de mesures législatives ont été prises pour faciliter les procédures d'autorisation, pour faciliter le recours à la commande publique, pour réformer la gouvernance de la sûreté nucléaire. Donc l'État joue son rôle. Et puis, évidemment, comme en 1974, comme dans les années 70, la grande question, c'est la question industrielle. Donc là aussi, beaucoup de choses ont été faites. EDF a été confirmé dans son rôle de chef de file de la filière. Il a intégré donc Framatome. Il intégrera bientôt l'activité de fabrication de turbines d'Alstom. Et un énorme travail est fait sur la structuration de la filière et le développement des compétences, et un énorme travail de fond pour être capable de relever ce défi dans les conditions aussi proches que possible de ce qui a été fait à l'époque. Merci Pierre Todorov. Olivier Marleix, j'aimerais revenir sur ce qu'on a évoqué un peu précédemment, c'est cette doctrine économique singulière de Georges Pompidou entre libéralisme et colbertisme. Pourquoi ? Et surtout, pourquoi elle marche ? Grâce à quoi ? C'est peut-être parce qu'elle n'est pas dogmatique, ou parce qu'il a toujours à l'esprit le bien-être des Français. C'est de là, en fait, que part toute sa politique économique. Qu'est-ce qu'il a défini, selon vous ? Oui, Georges Pompidou, peut-être parce qu'il est cantalien, c'est quelqu'un c'est un homme de bon sens. Donc il y a à la fois ces objectifs d'indépendance nationale dans les secteurs les plus stratégiques, fixés par le général de Gaulle, qui amèneront ces réussites formidables. Du coup, aucun d'entre nous ne les a cités, mais si on fait l'énumération, elle est impressionnante. 50 ans après sa mort, c'est Airbus, premier avionneur mondial. À l'époque, il s'agit vraiment que les Européens se dotent d'un avion concurrent à celui des Américains Boeing. Le parc nucléaire d'EDF, jusqu'en 2019, EDF était le premier producteur et exportateur d'électricité dans le monde. Ariane, aussi formidable aventure spatiale qui malheureusement pose quelques inquiétudes pour l'avenir. Le TGV, même le plan calcul sur lequel on a un peu ironisé, c'est un peu la limite du volontarisme, etc. Bon, il en est resté quelque chose, c'est quand même les supercalculateurs. Là encore, c'était un souci d'indépendance pour être capable, pour la dissuasion nucléaire, de faire nous-mêmes nos outils, d'avoir notre instrument de simulation. Il fallait des capacités de calcul, ne pas être dépendant des Américains. Et donc, on développe ce plan calcul qui nous a permis, à travers aujourd'hui Atos, entreprise en grave danger, d'avoir cette capacité. Aujourd'hui, Atos est la seule entreprise en Europe à fabriquer des supercalculateurs qui font des millions de calculs à la seconde. Donc voilà, ce bilan absolument formidable, cette volonté stratégique, et en même temps ce bon sens qui dit qu'il faut laisser faire les entreprises au maximum. Une vision vraiment assumée, libérale de l'économie. Dans le Nœud gordien, il le dit tout go, la France est libérale. En temps normal, l'État doit chercher à réduire son empreinte sur la vie économique au minimum. Donc vraiment un discours et une vision très libérale à l'intérieur. On l'a dit, le plan Armand-Rueff, c'était un vrai choc de libéralisation de l'économie. On a un vrai président, on dirait pro-business aujourd'hui. C'est une des rares périodes dans notre histoire où on réduit de manière réelle, sensible, les impôts de production. Je crois qu'on passe sur la période 62-65 de 13%
d'impôt de production sur la valeur ajoutée des entreprises à 7% dans la période 70-72. Donc on a une baisse vraiment de la fiscalité sur les entreprises françaises. Et donc oui, cet équilibre entre liberté pour nos acteurs économiques et vision stratégique, État stratège à leur côté. Et puis voilà, l'État est quand même, à l'époque, tout est un peu aligné. C'est-à-dire que la recherche publique, elle est au service de grands projets, la commande publique, elle est au service de ces grands projets. Voilà, ce qu'on a un peu perdu depuis. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est sans doute une période qui doit nous inspirer. On a vu à quel point dans notre histoire depuis, on a eu des à-coups. 1981, des nationalisations dans des secteurs où on n'attendait évidemment pas l'État. Ensuite, des champs des mouvements de privatisation qui sont parfois allés un peu trop loin et de dérégulation dans un certain nombre de secteurs. On a même failli, il y a quelques années, on avait le projet de démembrer EDF, le projet Hercule, c'est pas vieux. Voilà, donc c'est un moment finalement d'une espèce de grande sagesse, pas dogmatique, mais des idées très claires et finalement des idées de bon sens. Merci beaucoup. On l'a évoqué en introduction, la France, après mai 68, se retrouve dans un état de certaine fragilité. Donc Nicolas Bavrez, que dire de la capacité de gestion des crises de Georges Pompidou, sa vision de la fragilité de la démocratie française et peut-être des moyens de lui apporter remède avec une culture de la stabilité que cette puissance économique, bien sûr, lui apporte? Vous l'avez rappelé en introduction. En fait, on a une vision faussée parce qu'on a cette vision d'âge d'or. Mais on oublie que la période, notamment la période où Georges Pompidou, quelles que soient les étapes, ça a toujours été en fait extrêmement tumultueux. Les débuts de la Ve République, où il est directeur de cabinet du général de Gaulle, c'est quand même un quasi coup d'État légal. Et les débuts ne sont vraiment pas simples, avec en plus la guerre d'Algérie. Et en quelques mois, il faut faire une constitution, une politique économique, une politique gérer l'Algérie. Donc la crise algérienne est en surplomb. Ensuite, évidemment, il y a le choc de mai 68. Mais au-delà, pendant la présidence de Georges Pompidou, donc il faut gérer les suites de mai 68. Je rappelle que la France, normalement, aurait dû avoir une vague de terrorisme d'extrême gauche extrêmement violente. On était, j'allais dire, plus positionné que l'Allemagne ou que l'Italie pour l'avoir. Or, on ne l'a pas eu parce que les années Pompidou ont réussi à faire l'apaisement sans renoncer à la modernisation. Donc ça, c'est déjà un premier moment qui est assez clé. Le deuxième moment qui n'est pas calme du tout, c'est que c'est effectivement la fin de la convention keynésienne de plein emploi. On a l'inflation qui monte, on a le chômage qui commence à monter partout dans le monde. On a surtout des États-Unis qui sont gravement déstabilisés. Donc la fin de la convertibilité du dollar en or le 15 août 71. Et enfin, le choc pétrolier de 73. Donc, sous cette apparence de stabilité, on voit qu'en réalité, ça a été beaucoup de chocs. Et derrière, le système international entre aussi en turbulence forte. C'est la guerre du Vietnam. C'est le début de la fin de la République impériale, des États-Unis qui sont affaiblis, la poussée de l'Union soviétique qui va commencer, et évidemment en Asie, et puis en Afrique. Donc c'est une période de grande tension Est-Ouest également. Donc le calme qu'on voit dans les interventions de Georges Pompidou contraste avec cet univers extrêmement secoué. Et derrière, c'est vrai que c'est dans ce livre qui est le Nœud gordien, qui est un livre très extraordinaire parce qu'en fait, il a été écrit largement sous, la pression des événements de mai 68, mais c'est un livre qui est vraiment visionnaire. Et c'est vrai que Georges Pompidou parle à la fois de la fragilité qu'il a observée, puisque finalement, la Ve République avait été constituée pour répondre aux défis historiques et pour restaurer le pouvoir de l'État. Et ce pouvoir de l'État, il s'est effondré en mai 68. Pompidou l'a vécu.
On ne répondait plus au téléphone dans les ministères, on ne répondait plus au téléphone dans les préfectures. Il y a eu quelques jours pendant lesquels il n'y avait plus d'État. Et donc, c'était quand même assez stupéfiant. 10 ans après, et par ailleurs, 10 années où on avait l'impression que la France avait considérablement progressé. Mais il voit plus loin, et c'est sur quoi je voulais peut-être appeler brièvement l'attention. Donc, il voit plus loin il voit très bien que le progrès, y compris le progrès économique et social, génère de la solitude, du désarroi chez le citoyen, que ça crée également un problème de pression sur la nature. C'est le discours de Chicago où il dit « l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature même ». Il voit aussi un risque dans la civilisation occidentale avec l'individualisme, mais aussi le caractère tentaculaire de l'État. Et surtout, chez lui, ce qui est très présent, c'est la désintégration des valeurs. Et quand on lit le Gordien, en fait, il y a des accents qui ressemblent beaucoup au déclin du courage, la fameuse conférence de Solzhenitsyn à Harvard en 1978. Et la dernière réflexion qui est très impressionnante, c'est sur les risques politiques des démocraties. Le risque intérieur, c'est quand même... il écrit donc au début des années 70 « Le fascisme n'est pas si improbable. Il est même, je crois, plus près de nous que le totalitarisme soviétique. À nous de savoir si nous sommes prêts à l'éviter. » Il va de soi que ça a des accents extrêmement contemporains. Et l'autre aspect, c'est le risque extérieur. Et il finit le Nœud-Gordien en disant « Quelqu'un tranchera le Nœud-Gordien. La question est de savoir si cela sera en imposant une discipline démocratique garante des libertés ou si quelque homme fort et casqué tirera l'épée d'Alexandre. » Or, aujourd'hui, les démocraties sont en crise et ceux qui tirent l'épée, ils s'appellent Vladimir Poutine, ils s'appellent Xi Jinping, ils s'appellent Erdogan, ils s'appellent Modi, ils s'appellent Kim Jong-un et ils s'appellent peut-être Trump. Et donc, on voit ce caractère tout à fait prémonitoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de fatalité chez Pompidou. Derrière, il a un raisonnement d'homme politique qui est un raisonnement d'homme d'action. Comment est-ce qu'on peut contrer ça ? On le peut, il existe des antidotes. Donc, le premier élément, c'est ce qu'on a vu, l'équilibre entre la modernisation économique à marche forcée, le progrès social, mais il y a aussi la stabilité politique. Il s'intéresse à la société civile, il s'intéresse aux classes moyennes, il veut ancrer, et on peut le dire ici, les classes dirigeantes dans le terroir. Il envoie, comme vous le savez, certains futurs présidents de la République se frotter au suffrage universel dans des terres qui ne sont pas si éloignées de celles-là. Et il a toujours l'attention aux valeurs. Il sait que si on veut que l'éducation et la culture sont fondamentales pour ancrer la liberté dans une démocratie. Et on a le même raisonnement d'équilibre des puissances avec l'idée d'avoir une puissance française, mais aussi en Europe, d'équilibrer la puissance allemande en faisant rentrer le Royaume-Uni. Et comme il voit bien que les États-Unis sont entrés en crise, l'idée d'avoir une Europe, une relation transatlantique qui soit plus équilibrée. Et donc, je voulais finir peut-être par ça, quand on regarde l'histoire longue, c'est que dans notre histoire, depuis 1789, on a une difficulté permanente à concilier la liberté politique et la stabilité des institutions. Ça a régulièrement raté. François Guizot a raté la stabilisation de la monarchie constitutionnelle. Émile Ollivier et l'Empire libéral s'est fracassé sur la guerre avec la Prusse. Et évidemment, c'est au général de Gaulle qu'on doit, puisque la Ve République est maintenant notre république la plus longue. On a passé le record de la Troisième République avec 66 ans. Évidemment, on le doit à son fondateur, le général de Gaulle. Mais je rappelle que, là encore, quand on se resitue à l'époque, beaucoup pensaient que la Ve République allait finir avec le général de Gaulle, qu'elle était complètement liée à son fondateur. Et si cette République a aujourd'hui 66 ans, franchement, on le doit à Georges Pompidou. Et c'est vraiment, si vous voulez, c'est lui qui a réussi ce que Guizot ou Ollivier ont raté, c'est-à-dire installer dans la durée la monarchie républicaine qui était née donc d'un quasi-coup d'État légal. Et ça ne va pas de soi. Et c'est vraiment pour moi une immense réussite et qui est, je crois, sous-estimée. Merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes pour cette table ronde avant de marquer une pause. Deux aspects
que j'aimerais couvrir avec vous, bien sûr. Avant cela, puisqu'on est ici pour évoquer les ingrédients du succès de la politique économique de Pompidou, donc quelles mesures, là je me tournais vers Pierre Todorov pour répondre à cette question, donc bon, outre bien sûr la vision de l'homme, son pragmatisme, dans quelle mesure Pompidou a bénéficié du facteur chance, d'un contexte favorable? Et je vous pose cette question puisqu'on a évoqué la rapidité en fait du développement de ce parc nucléaire français. On n'oublie pas non plus qu'à l'époque, on ne peine pas à financer les infrastructures énergétiques. Et en fait, à l'époque, l'État ne s'endette même pas pour le faire. Donc là, aussi, enfin, comme je l'évoquais, il y a un facteur contextuel très très favorable à tout ça. Alors je ne crois pas qu'il faille parler de chance. Je pense que tout ça a été très réfléchi. Et alors en ce qui concerne votre question plus directement, c'est-à-dire finalement comment a-t-on fait non seulement pour réussir industriellement ce grand programme, mais comment a-t-on pu faire pour le financer à une époque où, comme vous le rappelez, le budget de l'État était équilibré et où l'État n'avait pas l'intention de verser de l'argent à fonds perdus, en tout cas. Ce qui s'est passé, alors là, il faut dire que ça a été amorcé, bien sûr, par le président Pompidou, mais c'est surtout son successeur qui l'a mis en œuvre. Et c'est la manière dont a été financé le grand plan électronucléaire. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de contributions directes de l'État, contrairement à ce qui avait été fait dans le passé pour les barrages, etc., qui avaient largement été financés par l'État. Mais l'État a fait le choix, parce que c'est un choix en fait politique, de faire financer ce grand programme par l'entreprise, et donc par l'entreprise EDF, et donc de faire en sorte qu'elle s'endette. Et donc ça, on l'a un peu oublié maintenant, mais à l'époque, EDF, qui n'était pas une société anonyme, qui était une entreprise, un établissement public, s'est endetté de façon considérable, avec beaucoup d'ingénierie financière, d'ailleurs a été chercher de l'argent sur les marchés internationaux, sur les marchés de capitaux, mais avec la garantie de l'État, garantie implicite de l'État, avec d'ailleurs des arrangements sur d'éventuels problèmes de change, puisqu'à un moment, la dette d'EDF était un tiers de la dette d'EDF était en dollars. Donc c'est quelque chose qui paraît complètement stupéfiant aujourd'hui. Et au point culminant de son endettement, donc c'était au milieu des années 80, l'endettement d'EDF représentait à peu près 2 fois son chiffre d'affaires. Pour mettre ça en perspective avec la situation actuelle, donc 2022, c'était le point culminant de l'endettement actuel d'EDF, c'était moins de la moitié de son chiffre d'affaires. Mais donc le contexte était très différent. Et là où on ne doit pas parler de chance, mais je pense d'un schéma bien conçu, c'est que cet endettement a été résorbé petit à petit par l'entreprise, par la génération de trésorerie du parc nucléaire, et donc par l'efficacité opérationnelle, mais dans un environnement, là c'est difficile d'en tirer des leçons pour aujourd'hui, dans un environnement très différent, comme le rappelait Nicolas, donc établissement public et pas société, et puis surtout environnement où EDF n'est plus en monopole, n'est plus un monopole régulé, alors que là c'était un circuit de financement, très astucieux d'ailleurs, qui consistait à faire financer par des capitaux étrangers temporairement la montée en puissance du parc, qui ensuite était remboursée progressivement par les clients d'EDF en monopole. Le dernier aspect peut-être que j'aimerais évoquer lors de cette table ronde, c'est l'environnement, puisqu'elle faisait partie quand même du titre, du thème de notre discussion. On l'a évoqué, hein, bien sûr, rapidement, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambivalence entre conscience de préservation de l'environnement et modernisme, avec une construction, un vaste programme de construction d'autoroutes, le fort développement du ferroviaire, des infrastructures énergétiques importantes, notamment nucléaires. On a un président qui est farouchement attaché à ses racines, au terroir, à l'environnement, à la nature, et donc cette politique d'industrialisation que j'évoquais. Il y a un paradoxe, Éric Bussière. Oui. Il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a, et on le verra demain, je pense, un rapport culturel à l'environnement. Et ce rapport culturel à l'environnement, vous le trouvez en Angleterre au XIXe siècle. Donc, il se trouve dans une ligne fondamentale de positionnement vis-à-vis de la société industrielle qu'il porte de par sa formation, de par sa culture, mais qui n'est pas spécifique. Deuxièmement,
il y a un environnement, disons, politique qui pousse. La catastrophe du Torrey Canyon en Bretagne, où on a montré à la télé des types avec des seaux en plastique qui ramassaient du pétrole. Bon, et là, ça a été un jour. Bon, alors, il y a eu aussi la candidature de René Dumont, après la présidence de la République, qui a eu un résultat médiocre, mais qui a contribué à diffuser un certain nombre de lignes. Alors, ça, c'est un premier point. Deuxième chose, je crois que dans l'esprit de Georges Pompidou, c'est le rapport... Alors, pour finir sur l'environnement, malgré tout, qu'est-ce qui change avec Pompidou en 70-71 avec la création? Dans les années 60, il y a un certain nombre de lois, de réformes de la politique de l'environnement. Mais ce sont des éléments qui viennent au coup par coup, qui n'ont pas un caractère global. Ce qu'apporte Pompidou avec la création du ministère et les mesures, disons, qui vont être lancées, mais qui porteront leurs fruits dans les 10 années qui suivent, pas immédiatement, toujours, c'est une vision plus globale. Et alors, il y a un élément très intéressant. On a cité, et c'est à la mode maintenant, il faut arrêter d'emmerder les Français. Il y a tout un ensemble de raisons qui font qu'il a raison. Mais il y a aussi le fait qu'il vaut mieux, dans un certain nombre de champs, procéder par concertation, par discussion avec les intéressés et les acteurs, que imposer trop de règles. Voilà pour notre Chirac de tout à l'heure, et voilà pour la question environnementale. Et Pompidou a favorisé des discussions entre les principales branches industrielles et le gouvernement ou le ministère de l'Environnement pour voir dans chaque branche ce qu'il était possible de faire et ce qui était souhaitable de faire. Alors, voilà quelques... Alors, il y a un dernier élément. Pompidou pense, il n'oppose pas la technologie et le reste de la vie. C'est tout à fait absurde de le croire. Pour lui, la technologie libère. Si vous lavez votre linge à la main, ben vous prenez beaucoup de temps. Si vous avez une machine à laver, ça dégage du temps. La technologie libère. La voiture libère. Elle permet d'aller là où on veut, quand on veut. Et on a fait à Pompidou le reproche d'avoir trop privilégié la voiture. Il y a eu des journalistes qui l'ont un peu piégé là-dessus. Et puis, il y a eu des projets dans la région parisienne, notamment venant de la Chambre de commerce, je les avais étudiés il y a longtemps, qui, vus aux yeux d'aujourd'hui, étaient absurdes. D'ailleurs, ils n'ont pas été mis en œuvre. Bon. Mais si vous regardez dans la région parisienne, c'est Pompidou qui a joue un rôle essentiel dans la construction du RER. Ça, c'est les transports en commun. Et non seulement il a joué un rôle important, mais il a fait des arbitrages entre le RER d'un côté et la 86, le super périphérique de l'autre. Il y a eu un grand débat entre Charbonnel, le ministère de l'Industrie, qui était pour le périphérique, et Doublet, le préfet, qui avait sa confiance, qui a beaucoup fait dans la région parisienne pour mettre à jour les structures, qui a dit il faut mettre le paquet sur le RER. Et Pompidou a donné raison à Doublet. Et voilà. Alors, il y a d'autres éléments encore qu'on pourrait ajouter. Mais c'est vraiment très important. Olivier Marleix, oui, un tout dernier point, chose qu'on n'a pas évoqué jusque-là, c'est que le président Pompidou, il est à la tête d'un pays dont il voit l'économie changer. Il sait que l'économie va changer, qu'il y a des mutations très importantes. On va passer d'un pays essentiellement agricole, assez peu ouvert au monde, à un pays industriel de plus en plus ouvert au monde. Et quelque chose qui revient assez souvent, à la fois dans ses écrits, dans le Nœud Gordien, dans ses interventions, c'est que certains Français vont être déstabilisés, vont être fragilisés par ces transformations de l'économie. Et il a vraiment le souci de les prendre en compte, qu'ils ne soient pas laissés pour compte dans ces mutations de l'économie. C'est vraiment partie intégrante de sa responsabilité de l'économie et des mutations économiques. On est assez loin de ces constats froids qu'on a eus ces dernières dizaines d'années avec, oui, il fallait s'adapter à l'économie, à la mondialisation. Il y avait les gagnants, il y avait les perdants, il y avait ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien, pour reprendre l'expression d'un président de la République plus récent. Non, chez Georges Pompidou, il y a cette conscience, une grande responsabilité que,
accompagner les mutations ne va pas sans protéger ceux qui subissent ces mutations. C'est vraiment sa marque de fabrique. Ça tient, je pense, aussi à sa connaissance intime de la France sous ses différentes facettes, comme l'a évoqué Laurent Wauquiez, de Montmoudif à l'île Saint-Louis, on fait difficilement plus éloigné. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui sera très fondateur, je pense, dans la famille politique gaulo-pompidolienne, et notamment qu'on retrouvera aussi chez son dauphin politique qui était Jacques Chirac, cette attention à chacun, et notamment aux plus fragiles de la société. Merci Olivier Marleix. Je vais vous proposer à tous, pour conclure cette table ronde, et pour répondre peut-être à la problématique, bien sûr, de cette première discussion, d'identifier un mot, peut-être un adjectif, pour qualifier la vision économique, industrielle et environnementale de Georges Pompidou. Je commence avec vous, Nicolas Bavrez. Moi, le mot que je choisirais, c'est effectivement le modernisation et stabilité. J'en prendrai deux. C'est deux. Pierre Todorov. Non, moi aussi, c'est deux. C'est force parce que puissance, force et équilibre. Moi, je dirais dynamique maîtrisée. Une dynamique maîtrisée. Et le libéralo-colbertisme. Un vrai paradoxe. Merci infiniment à tous nos invités pour cette première table ronde très riche. Merci beaucoup.